pour partir la journée du bon pied. Au 98.5 Montréal, vous écoutez L'Agacé le matin. Explique aux gens ce qui t'a troublé dans ce rapport-là. Ah, mon Dieu. Ben d'abord, les gestes commis envers les enfants. Il y a beaucoup d'humiliation. Le refus de reconnaître les besoins particuliers des enfants. Le refus, par exemple, de reconnaître que l'autisme existe. Écoute, à un moment donné, il y a un élève qui perd connaissance. Écoute, je suis désolé. L'enseignante du groupe dominant se met à prier plutôt que de porter secours à l'enfant. Je crois que l'Inde a fait une erreur monumentale en choisissant d'utiliser leurs diplomates et le crime organisé pour attaquer les Canadiens. Pour être clair, nous ne cherchons pas la confrontation diplomatique avec l'Inde, mais nous ne resterons pas silencieux. Voici Patrick Lagacé. Mardi, le 15 octobre 2024. On commence avec la météo. Aujourd'hui, mardi, journée grise et froide, des nuages, 40 % de probabilité d'averse en fin d'après-midi, maximum 9 degrés. Demain, retour du beau temps, ensoleillé toute la journée, 11 degrés. Jeudi, même chose, du soleil, ça devrait perdurer jusqu'à dimanche. Je commence le tour d'horizon de l'actualité avec cette nouvelle dans le Journal de Montréal. On a fait un sondage. On a demandé aux Québécois, est-ce que vous avez utilisé les services du privé en santé ces derniers temps? Et les réponses, c'est à la hausse. De plus en plus de Québécois, semble-t-il, utilisent des soins de santé privés, soit en payant de leur poche ou en ayant recours à des assurances. Et ce qui est clair là-dedans, c'est que dans ce sondage léger qui est publié dans le Journal de Montréal, c'est que de plus en plus de Québécois trouvent que ça va de plus en plus mal. Donc, il y a 56 % des Québécois qui ont affirmé que la situation ne s'améliore pas depuis 5 ans dans le réseau. 56 % c'est une hausse, disons, semble-t-il, substantielle depuis quelques années. Il y a cette phrase qu'on entend souvent quand on a besoin de soins de santé, quand on a besoin de services de l'État au sens large, c'est aller au privé. Vous l'avez entendu, je l'ai entendu. Vous voulez une opération au genou, à l'épaule, vous voulez avoir accès à un médecin spécialiste pour voir quel est le problème que vous avez, mais allez au privé. Sinon, vous allez être traité au public. Mais vous allez être traité quand? Ça, c'est la question. Donc, je regardais les résultats de ce sondage-là et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui est surpris? Et là où c'est décourageant, c'est que la santé, on le sait, c'est la priorité des Québécois. Ça, avec l'éducation, disons, puis les taxes, là, bien souvent, c'est les 3 priorités des Québécois électorales. C'est là où on veut des améliorations. Et depuis plus de 20 ans, les gouvernements font campagne en promettant de réformer la santé. Qu'est-ce qui arrive? Pas grand-chose. Et on a encore un exemple de cette désillusion dans ce sondage léger dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Je veux qu'on revienne, et on va y revenir pendant l'émission aussi, là, sur cette nouvelle qui est sortie vendredi. C'est le ministère de l'Éducation qui a ordonné une enquête dans le cas de cette école, l'école Bedford. C'est dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et ce qui se passe là, ça a été révélé d'abord et avant tout par une journaliste de cette station, Valérie Leboeuf. C'était au printemps 2023. Il y a un noyau dur de profs qui ont fait régner une certaine terreur psychologique, qui ont harcelé, intimidé des collègues, d'une part, qui ne voulaient pas, disons, changer leur méthode rétrograde, des méthodes d'enseignement tirées d'un autre temps. Et il y a des élèves aussi qui ont été l'objet de, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'intimidation, mais qui se sont fait crier dessus, qui se sont fait dire qu'ils étaient des causes perdues, qui se sont fait dire non, c'est pas vrai que tu as un déficit d'attention, un trouble d'apprentissage, tu es juste paresseux, tu es juste un enfant gâté, des folies comme ça. Donc, ça a été l'objet de beaucoup de rapports médiatiques vendredi dernier et Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation, était avec nous. J'ai écrit dans la presse aujourd'hui, je reviens là-dessus, avec une chronique là, du volet « Si l'école était importante ». Et ce qui me frappe là-dedans, c'est toujours la même chose quand il est question de profs qui sont toxiques, qui sont incompétents, parce que ça existe, n'en déplaise aux syndicats de l'enseignement, c'est la difficulté de déloger
ces enseignants. La difficulté de les tasser. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que ça a duré 7 ans. 7 ans de niaisage, 7 ans à brûler des directeurs, des directrices, des directeurs adjoints, des directeurs adjointes, 7 ans de désertion, 7 ans aussi où on a tenté d'apaiser ce groupe-là et ça n'a pas fonctionné. Et quand on lit le rapport, c'est là que ça devient absurde. J'ai lu le rapport, 90 pages, c'est une des choses les plus folles que j'ai lues dans les dernières années et la chose la plus folle que j'ai jamais lue sur l'éducation au Québec, c'est que le Centre de services scolaires de Montréal a fini par constater que les choses s'étaient améliorées. Et la directrice générale, Isabelle Gélina, était venue à mon micro, à l'émission du Retour, en 2023, pour dire exactement ça. Les choses se sont améliorées. Oui, les choses se sont améliorées parce que tous ceux qui résistaient au noyau dur d'enseignants rétrogrades avaient quitté, avaient déserté. Donc, c'est sûr qu'il n'y avait plus de problème. Il n'y a plus personne qui disait « Hey, t'enseignes comme on enseignait dans les années 70. Hey, la religion, ça va faire. Hey, parler au monde tout croche, ça va faire. » Tous ceux qui résistaient étaient partis. Donc, Mme Gélina, la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal, qui va être avec nous un peu plus tard à l'émission. Les infirmières, on le sait, les infirmières de la FIC n'ont pas de contrat de travail depuis plus d'1 an. Et qu'on pense ce qu'on veut de la FIC, de ses positions, qu'on pense ce qu'on veut de la demande de souplesse qui est exigée du gouvernement, là, le gouvernement qui voudrait pouvoir déplacer des infirmières, par exemple d'une unité à l'autre, par exemple d'un hôpital à l'autre, là, sous condition, qu'on pense ce qu'on veut de cette idée-là, c'est pas une bonne chose que dans le système de santé, il y ait 80 000 travailleurs, travailleuses, principalement des infirmières qui n'ont pas de contrat de travail. Ça ne va pas dans le sens de régler les problèmes du système de santé. Et là, les infirmières, les syndiqués de la FIC aujourd'hui vont voter non pas sur une entente qui a été négociée entre le gouvernement et le syndicat, mais sur la proposition d'un conciliateur. Donc, le vote commence aujourd'hui et ça va se terminer jeudi. On va voir les résultats cette semaine. Honnêtement, comme citoyen, je me croise les doigts pour qu'il y ait une entente parce que, je le répète, c'est pas sain que depuis plus d'1 an, là, il y a 80 000 travailleurs, travailleuses dans le réseau de la santé qui n'ont pas de contrat de travail. Il y a un papier fascinant à lire dans la presse aujourd'hui. C'est sur le fait que la mafia, le crime organisé, est jamais trop loin de l'économie légitime. C'est sous la plume de Vincent Larouche dans la presse, donc. Et il est question de contrats publics qui sont décernés à une entreprise qui s'appelle Valosphère. Valosphère, ça fait du transport en vrac. Donc, on a plusieurs camions et on transporte toutes sortes de matières. Et là, Valosphère est présent à l'agrandissement de l'hôpital général du Lakeshore, dans les travaux du Parc olympique, dans l'aménagement d'installations de la Société de transport de Montréal, du réseau express métropolitain, le REM aussi, déneigement aussi. Valosphère est active dans toutes ces sphères-là. Le problème qui est relevé par ce scoop de Vincent Larouche aujourd'hui, c'est que l'Autorité des marchés publics a envoyé un préavis de révocation de son autorisation à Valosphère à obtenir des contrats de l'État québécois. Pourquoi? Parce qu'on juge que le président de Valosphère, là, qui est un type, qui est un avocat de Laval qui s'appelle Jean-François Goulet, c'est un homme de paille. Traduction, c'est pas lui le vrai boss. Le vrai boss, selon l'Autorité des marchés publics, c'est un type qui s'appelle Louis-Pierre Lafortune, qui a déjà été condamné à la prison pour des affaires de corruption. Il avait été arrêté en 2009 là, par la Sûreté du Québec dans le cadre d'une enquête sur l'infiltration des Hells Angels au sein de l'industrie de la construction. Donc, il a été reconnu coupable de complot pour recyclage des produits de la criminalité. Et en 2020, la Cour d'appel lui a imposé une peine de 23 mois de détention à purger dans la collectivité à ce monsieur Louis-Pierre Lafortune. Donc, ce serait lui, le vrai patron de Valosphère. À cause des liens avec le crime organisé, on veut retirer le droit d'avoir des contrats publics. Et quand je vous dis que c'est fascinant parce qu'au Québec, on a eu une sorte de nettoyage de l'écosystème de la construction des contrats publics avec la commission Charbonneau. Mais on le voit en filigrane, le crime organisé,
les Hells, les motards, qu'importe, la mafia veut toujours revenir dans l'économie légitime. Toujours avoir une patte dans des compagnies qui fonctionnent bien, et c'est souvent dans le milieu de la construction. Donc, vous irez lire ça. C'est vraiment un papier instructif sur le fait que, un peu comme à la foire, vous savez, le jeu avec les marmottes là, sur lesquelles il faut taper, là, la marmotte disparaît dans le trou, là, c'est un jeu là, qu'on voit souvent dans les fêtes foraines. Ben, c'est un peu ça, la mafia et l'économie. Le travail est toujours à recommencer. Et cette compagnie-là est allée chercher un des meilleurs avocats au Québec, Jacques Larochelle, un avocat de Québec, qui, lui, va plaider que les droits fondamentaux des administrateurs de cette compagnie-là, ben, ils sont violés par cette décision à venir de l'Autorité des marchés financiers. International, le Canada, le petit Canada, là, est encore dans ce bras de fer avec l'Inde. Le premier ministre Trudeau avait annoncé en grande pompe en 2024, c'était il y a moins d'un an, que l'Inde avait fait assassiner sur le territoire canadien un ressortissant canadien de confession sikh qui militait pour l'indépendance d'un territoire en Inde. Ce sont des séparatistes indiens qui emmerdent royalement le gouvernement là-bas. Donc, le premier ministre s'était levé en chambre, avait fait cette annonce-là. Ça avait causé un gel diplomatique incroyable entre les deux pays, qui sont techniquement des alliés. Et là, on en a appris un peu plus dans les mois qui ont suivi, parce que les Indiens auraient fait tenter d'assassiner de la même manière là, des gens aux États-Unis. Et le modus operandi au Canada et aux États-Unis, il serait le même. C'est-à-dire que le gouvernement indien fait appel à du crime organisé sur le territoire local pour faire assassiner des opposants politiques. Et là, le Canada a pris la décision exceptionnelle dans les dernières heures d'expulser le plus haut diplomate indien au Canada et 5 autres diplomates qui ont été expulsés. Pourquoi? Ben, ils auraient eu une patte dans l'assassinat de ce leader sikh en Colombie-Britannique. Ça se passait l'année passée. Et ils auraient aussi eu une patte dans des tentatives d'intimidation, d'extorsion d'autres ressortissants canadiens de confession sikh ici au pays. On va aborder tout ça avec Jean-François Lépine dans sa chronique internationale un peu plus tard à l'émission. Mais sinon, il y a un bon texte à lire de la chroniqueuse Laura-Julie Perrault dans la presse sur ce sujet-là. On reste sur l'Inter. Il y a Israël qui promet de frapper sans pitié le Hezbollah au Liban et a averti les États-Unis et les alliés. Quand on va riposter contre l'Iran, on va le faire en fonction de notre intérêt national. On sait qu'il y a énormément d'appels pour que Israël fasse une frappe mesurée. Par exemple, une frappe mesurée, ce serait de ne pas aller frapper les installations nucléaires civiles de l'Iran. Donc, il y a du côté israélien, on continue à y aller, à faire cavalier seul. Donc, les appels des États-Unis qui ne sont pas entendus. Et le premier ministre Netanyahou a aussi dû se défendre parce que des casques bleus qui sont postés là, à la frontière entre Israël et le Liban ont été attaqués par Israël. Israël, ça semble assez clair, là, aimerait que les casques bleus qui sont au sud Liban s'en aillent, quittent leur position. Ils sont là dans une mission de surveillance. Ça aussi, ça va faire l'objet d'un commentaire de notre ami Jean-François Lépine. Toujours à l'international, on est aujourd'hui, en ce 15 octobre, à exactement 3 semaines de l'élection présidentielle américaine. Et le président Trump, écoutez, on sait que le standard du président Trump pour ce qui est des commentaires belliqueux, des commentaires agressifs, disons que le standard est assez bas. Il bat lui-même ses records de commentaires agressifs semaine après semaine et ça ne s'améliore pas à 3 semaines de l'élection. Il a accordé des entrevues, il a tenu des propos lors de ses rallyes qui sont franchement surprenants. On sait que les Américains ont des adversaires. On peut penser que les Russes sont des adversaires, les Chinois sont des adversaires. Pour Donald Trump, le plus grave danger pour la sécurité américaine, ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Chinois, ce sont les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire ses opposants politiques. Les démocrates, toutes sortes de gauchistes qu'il identifie, sur lesquels il fantasme, ceux-là, ce sont les vrais problèmes. Et quand il parle de ses ennemis de l'intérieur, il dit aussi, écoutez, il va falloir qu'on règle ce problème-là. C'est un discours
autoritaire, c'est un discours qui est généralement celui de leaders qui sont soit des dictateurs ou des dictateurs en devenir, mais aux États-Unis, encore là, on est dans un nouveau chapitre, dans une nouvelle frontière. Il n'y a pas beaucoup de précédents où un candidat majeur comme ça a promis d'utiliser ses fonctions pour se venger de ses adversaires politiques. Et c'est exactement ce que M. Trump fait ces derniers temps. Mme Kamala Harris, quant à elle, elle va être en entrevue à Fox News dès demain. C'est pas un territoire, disons, qui est très amical pour elle. Et la décision d'y aller, ça pourrait payer ou ça pourrait la défavoriser. On verra. Mais demain, ça va être un événement en politique américaine. Kamala Harris qui va être en entrevue à Fox News. Parlons un peu de désinformation. On va parler d'abord des États-Unis. Après ça, on va migrer vers le Canada. Mais moi, je me suis souvent étonné pendant la pandémie de constater à quel point il y avait des relais, des usines de fabrication en ligne de fausses informations. Et au début, j'étais toujours étonné de voir que les gens tombaient pour ça. Mais ce qui se passe aux États-Unis, en cette campagne électorale, c'est une usine à désinformation qui fonctionne à vitesse grand V. Et on peut en rire, on peut se dire que ça n'a pas de bon sens, mais il faut constater quelque chose. Il y a des millions d'Américains qui croient toutes sortes de sornettes. Ça concerne la vie politique, ça concerne les adversaires politiques des républicains principalement, mais ça concerne aussi les ouragans. Et là, dans le New York Times aujourd'hui, il y a des témoignages de météorologues qui disent, écoutez, on se fait harceler, on reçoit des menaces de mort parce qu'il y a de la désinformation qui concerne les ouragans. Traduction, il y a des gens qui ont poussé des théories du complot selon lesquelles il y a plus d'ouragans cette année. Pourquoi? C'est pour aller frapper des États qui sont républicains. Il y a cette théorie du complot qui veut que le gouvernement américain peut fabriquer des ouragans, diriger des ouragans. Je le sais, c'est complètement cinglé. Si vous pensez que c'est cinglé, vous avez raison. Mais il y a des millions d'Américains qui pensent que c'est vrai. Et il y a un effet dans le réel. Il y a des météorologues qui disent on reçoit ces menaces de mort. On a peur que des météorologues se disent écoutez, moi, plutôt que de commenter publiquement, je ne vais pas commenter publiquement. Et ça peut avoir un effet, disons, contraire à la sécurité du public. Il faut qu'il y ait des bonnes informations dans la sphère publique pour aider les gens, notamment à leur dire de s'en aller. Et il y a, dans ce papier du New York Times, d'abord, on note qu'il y a beaucoup de Trumpistes qui répandent, qui relaient ces théories du complot complètement folles. Mais on dit, écoutez, ça a toujours existé qu'il y a eu dans le passé des théories du complot face à des phénomènes climatiques, comme les ouragans. La différence, c'est qu'avant, ces discours-là étaient aux marges. Ces discours-là n'avaient pas droit de citer au centre de la vie sociale, politique américaine. Et ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu central dans le discours. Il y a des millions de personnes qui croient ça. Et quand je vous dis que ça a un effet dans le réel, il y a une autre théorie du complot qui veut que l'Agence de réponse fédérale américaine au désastre, une agence qui s'appelle FEMA, F-E-M-A, saisisse des biens aux Américains pour se les approprier. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Il y a quelqu'un qui a été arrêté parce qu'il y a des menaces un peu partout contre les travailleurs du gouvernement fédéral. Et il y a quelqu'un qui a été arrêté, il était armé et il voulait aller à la chasse à des travailleurs fédéraux travaillant pour l'agence FEMA. Donc, la désinformation, c'est rendu une réalité. Et si vous pensez qu'au Canada, on est immunisé contre ce phénomène-là, contre l'utilisation de la désinformation, des théories du complot, pour gagner des appuis politiques, regardez ce qui est en train de se passer en Colombie-Britannique. Il y a une élection qui s'en vient très bientôt et le Parti conservateur qui est dirigé là-bas par un monsieur qui s'appelle John Rostad, M. Rostad, il pense toutes les théories là, que vous voyez passer sur Facebook et compagnie, là, il est pas mal d'accord avec ça. La COVID est une invention, les vaccins nous rendent malades, les élites mondiales veulent nous forcer à manger des bébites. M. Rostad croit ça. Il a même émis l'idée un jour qu'il devrait peut-être avoir un tribunal un peu comme Nuremberg qui a jugé les nazis pour juger tous ceux qui n'étaient pas du bon bord pendant la COVID. Ça se peut qu'il devienne premier ministre de la Colombie-Britannique. Et s'il ne devient pas premier ministre de la Colombie-Britannique, il va aller chercher beaucoup de sièges. Donc, ça ne lui nuit. Auprès de l'électorat en Colombie-Britannique,
ça ne lui nuit pas d'être un conspirationniste. Donc, si vous pensez que ce phénomène n'est qu'américain, bien, détrompez-vous, parce que je pense que ça s'en vient aussi à vitesse grand V ici. Merci d'être là. Vous pouvez nous écrire 98985. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Depuis hier, il y a des centaines de victimes d'actes criminels qui recevaient des prestations d'indemnisation de l'IVAC qui n'y ont plus droit. Là, on parle d'à peu près 1700 personnes là, qui vont voir leurs prestations éventuellement coupées dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Tout ça en raison d'une réforme pilotée par Québec qui a élargi l'accès à cette aide financière, oui, mais qui en limite maintenant la durée à 3 ans dans plusieurs cas. Simon Jolin Barrette est ministre de la Justice. Il est au bout du fil. Monsieur Jolin Barrette, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. D'abord, peut-être nous rappeler là, d'où venait le besoin de cette réforme. Oui, bien, peut-être juste en introduction, M. Lagacé, vous avez dit 1700 personnes vont perdre leurs prestations. C'est pas du tout exact. Il y a 1700 personnes qui étaient sous l'ancien régime et là, on fait une transition et il y a des nouvelles aides financières qui sont admissibles pour les personnes si c'est attesté par un médecin. Donc, l'aide financière parlant de la perte de revenus, une personne qui a un lien d'emploi qui est en incapacité de travailler va pouvoir avoir jusqu'à 3 ans supplémentaires si c'est recommandé par son médecin. Une aide financière supplémentaire parlant de sa perte de revenus, supposons que vous avez été traumatisé puis vous ne pouvez plus occuper l'emploi que vous aviez. Si vous allez dans une démarche avec un orienteur, vous avez une aide financière supplémentaire allant jusqu'à 2 ans. Également, pour une personne qui est incapable de réaliser ses tâches quotidiennes. Donc, quelqu'un qui est incapable de se laver, de faire la vaisselle, de faire le ménage chez elle, elle aussi pourra avoir une aide financière supplémentaire. Alors ça, je pense que c'est important de dire ça. On ne coupe pas les aides financières des personnes. On amène une transition vers le régime parce que la réforme de l'IVAC, ça faisait 30 ans que les gouvernements n'y avaient pas touché. À tous les jours, il y avait des situations, il y avait des victimes qui n'étaient pas indemnisées parce que le nombre d'infractions criminelles qui étaient visées était limité. On en a ajouté 43 nouvelles. Prenez, par exemple, le leurre d'enfants qui n'était pas couvert. Prenez le cas de contacts sexuels, d'incitation à des contacts sexuels, de l'exploitation sexuelle également. Alors, on a fait une grande réforme. On a élargi le nombre de victimes. Il y a le double de victimes maintenant qui sont admissibles à l'aide financière et aux autres aides, du soutien psychologique. Ça, c'est important de le dire. Donc, tout ce qui est autour de ça. Et on est passé de 127 millions en indemnisation en 2018 à aujourd'hui 327, donc 200 millions supplémentaires au cours des dernières années. Puis nos projections pour l'année prochaine, c'est plus de 400 millions en indemnité. OK, on va décortiquer tout ça, si vous permettez. Là. Avant, est-ce que c'est vrai qu'il n'y avait pas de limite de temps? En fait, le régime, pour l'indemnité temporaire, effectivement, il n'y avait pas de limite de temps. Cependant, on est passé d'un régime avec un montant forfaitaire désormais. Donc, le montant qui peut être versé aux personnes victimes pour une incapacité permanente, c'est 300 000 $. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont perdre là, cette semaine leurs indemnités et qui n'ont pas été avisés qu'il y avait quand même moyen de contester la fin de ces prestations? Non. Dans le fond, dès l'hiver dernier, M. Lagacé, puis ça, je tiens parce qu'il paraît que les gens reçoivent des lettres puis c'est pas clair qu'ils peuvent contester. Non. Déjà, dès le départ, on a envoyé une première lettre cet hiver pour informer chacune des 1700 personnes que les aides allaient se transformer et que si elles étaient admissibles, donc c'est à un médecin à évaluer est-ce que oui ou non elles sont en incapacité de travailler, bien qu'on allait être là pour les accompagner. On a appelé chacune des personnes individuellement à plus d'une reprise dans certains cas. Et c'est très clair ce qui a été indiqué. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les 3 types d'aides financières supplémentaires qui peuvent s'ajouter pour une personne qui est en incapacité temporaire de travailler. Donc, le détail a été indiqué. On a accompagné les gens à l'IVAC qui sont là pour soutenir et accompagner les personnes. Il y a eu beaucoup de désinformations, M. Lagacé, qui ont été véhiculées par certaines personnes au cours des derniers jours. Puis, ça m'inquiète. Juste une seconde, par qui? Ben, écoutez, on les connaît, ceux qui ont donné des entrevues. Moi, je les connais pas. Je pense que vous savez à qui je fais référence. Est-ce que vous parlez de Maître Mongeon, qui est une avocate là, spécialisée, Sophie Mongeon, c'est d'elle que vous parlez? Ben, écoutez, je vais laisser les gens juger. Une chose qui est sûre, M. Lagacé, c'est que moi, quand j'ai fait la réforme, je me suis assuré qu'il y ait un maximum de victimes qui soient couvertes. Auparavant, là, les parents
qui avaient leurs enfants assassinés ne recevaient aucune aide, aucune indemnité. Maintenant, c'est des personnes qui sont considérées comme des victimes. Les crimes à l'étranger, désormais, sont couverts. On a aboli le délai de prescription en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Puis, il y a des centaines de femmes qui n'avaient pas le droit à l'aide financière, puis qu'au cours des dernières années, elles l'ont eu. Alors, la réforme globale, on a mis énormément d'argent. Bien entendu, dans certains cas, on se retrouve dans une situation où le médecin doit attester que la personne est en incapacité, puis on arrive au bout du premier 3 ans. Les gens pourront avoir une aide financière supplémentaire. Si le médecin statue qu'ils sont en incapacité de travailler, on laissera personne derrière. Et quand vous dites le médecin, c'est le médecin de la personne ou c'est le médecin de l'IVAC qui tranche? C'est le médecin de la personne. Donc, le standard, c'est est-ce que je peux travailler ou je peux pas travailler? Si on peut pas travailler puis qu'on est rendu au bout des prestations, ce que vous nous dites, M. le ministre, c'est que cette personne-là va pouvoir continuer à être soutenue par l'État. Il y a des aides financières supplémentaires qui s'appliquent. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, 3 ans, si vous avez un lien d'emploi, vous n'êtes pas capable de réaliser vos tâches, donc 3 ans supplémentaires. Si jamais vous êtes dans une situation où vous avez subi un traumatisme, vous n'êtes plus capable de travailler en public, mais le fait d'être dans une démarche avec un orienteur ou vers un programme de formation, 2 ans supplémentaires qui s'applique, l'objectif du régime de l'IVAC, là, contrairement au régime d'assurance comme la FAQ, automobile ou celui de la CNSST, ce n'est pas un régime d'assurance, parce que la façon dont c'est payé, c'est les automobilistes qui payent avec leurs assurances, c'est les employeurs qui payent. Le régime de l'IVAC, c'est les Québécois qui ont décidé d'avoir un programme qui est généreux, 327 millions par année en indemnité, mais l'objectif est le rétablissement des personnes victimes. Il faut accompagner les victimes pour qu'elles puissent retrouver le cours normal de leur vie. Alors, le Québec est le plus généreux de toutes les provinces canadiennes, puis lorsque vous mettez les 9 provinces canadiennes réunies ensemble, là, le montant qu'on donne annuellement, 327 millions, c'est plus que toutes les autres provinces canadiennes. Puis, je veux le dire, c'est pas facile d'être une victime d'acte criminel. C'est difficile. Ce que les gens subissent, c'est des traumatismes. On choisit pas d'être une victime d'infraction criminelle. Puis, le Québec est là pour les accompagner, les soutenir financièrement d'une façon qui est généreuse. Et on va continuer de le faire. Puis c'est ce qu'on fait dans le système de justice. On modernise les choses pour mieux accompagner les victimes et couvrir toutes les victimes, ce qui n'était pas le cas auparavant, où la notion de victime, elle était tellement restreinte qu'il y avait personne, il y avait beaucoup de monde qui était laissé pour compte. À preuve, on a doublé le nombre de personnes indemnisées à l'IVAC au cours des dernières années, depuis 2021, depuis la réforme. Donc, quelqu'un qui peut pas travailler, qui peut pas, là, qui est traumatisé à ce point, là, qui est pas fonctionnel, s'il reçoit un avis de fin de prestation, ce que vous me dites, c'est on va voir le médecin, on atteste de ça et on continue d'être soutenu par l'IVAC. Oui, la personne doit nous informer de la part, en ayant son évaluation médicale, que sa situation n'a pas changé. Et à ce moment-là, il pourra bénéficier du 3 ans supplémentaire. Le tout doit être attesté par le médecin, bien entendu. C'est pas à moi ou à quelconque avocat de dire que la personne n'est pas en état de travailler. Il y a des critères qui sont prévus dans la loi, c'est-à-dire d'avoir un lien d'emploi, le fait que le médecin atteste que vous n'êtes pas en mesure de travailler, ou même que vous n'êtes pas en mesure de réaliser vos tâches quotidiennes comme vous nourrir, vous laver, sortir de la maison. Alors à ce moment-là, c'est le médecin qui l'évalue, puis le régime est fait pour ça. Mais ce qu'on a fait dans le régime de l'IVAC, c'est couvrir beaucoup plus largement un plus grand nombre de victimes pour les accompagner. Puis M. Lagacé, il dit 200 millions supplémentaires qu'on consacre aux personnes victimes avec l'IVAC. Alors, je pense que les Québécois s'attendaient à ce qu'on élargisse, quand vous êtes victime d'une infraction criminelle, que toutes les infractions contre la personne soient couvertes, ce qui est le cas désormais, qu'il n'y ait plus de délai de prescription, que si vous êtes, il vous arrive quelque chose à l'étranger, une agression sexuelle, un homicide, un voie de fait à l'étranger, vous soyez couvert aussi parce que vous êtes un Québécois à l'extérieur. On a eu des cas d'une dame qui avait été assassinée en République dominicaine, puis ses enfants n'avaient rien eu auparavant. Alors, c'est des éléments qu'on a changés. On a couvert beaucoup plus de victimes et surtout, notre objectif, c'est toujours de mieux accompagner la victime et surtout d'essayer le plus possible qu'elle puisse retrouver le cours normal de sa vie. Je vous entends, mais vous comprenez aussi que des fois, la bureaucratie québécoise s'immisce dans le processus puis qu'elle n'est pas toujours efficace. On a vu ça dans le passé. Bien, écoutez, à l'IVAC, on travaille fort afin d'avoir des bons délais. Depuis qu'on a fait la réforme, nos délais ont diminué.
Puis par rapport au volume de personnes supplémentaires qu'on a, les gens, ils sont extrêmement dévoués à la direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels, font un très bon travail. Comme toute réforme, il y a des moments où, avec le volume de victimes que nous accueillons désormais, mais parfois, il peut y avoir certaines difficultés, mais on essaie de corriger le plus possible, le plus rapidement. Puis vous savez, c'est pas facile de faire ce type de travail-là parce qu'on accompagne les gens. Et je peux vous garantir que chacun des dollars de l'IVAC s'en va dans le 327 millions en indemnisation. On a un autre fonds qui est le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels qui vise à financer notamment les centres d'aide aux victimes d'actes criminels. Vous savez ce qu'on fait pour mieux accompagner les personnes victimes dans le cadre du tribunal spécialisé. On engage des intervenantes spécialisées pour que du début à la fin, supposons dans un dossier d'agression sexuelle ou de violence conjugale, ce soit la même intervenante dans les CAVAC. On aide les personnes à témoigner justement parce que le processus judiciaire, M. Lagacé, parfois, ça a un effet thérapeutique aussi. Les personnes victimes, lorsqu'elles décident de prendre la parole, d'avoir le courage de dénoncer, mais il faut que l'État québécois soit là pour les accompagner, les soutenir tout au long du processus judiciaire pour que ça soit pas un parcours du combattant. Alors moi, mon engagement, M. Lagacé, depuis que je suis ministre de la Justice, c'est vraiment d'améliorer la situation des personnes victimes, de couvrir davantage de personnes victimes, puis de se faire dire, comme c'était le cas auparavant, là, par les anciens gouvernements, de se faire dire « vous n'êtes pas une victime, vous avez été victime d'un crime, mais finalement, on ne vous couvre pas dans le programme ». Je trouvais ça horrible, puis c'est ça que j'ai voulu changer. Merci d'avoir été avec nous. On va suivre ça avec intérêt. Bonne journée, M. le ministre. Merci, M. Lagacé. Bonne journée à vous. Toujours bien informé. Au 98.5 Montréal. Voici Patrick Lagacé. Notre ami Fabrice de Pierrebourg est sur le terrain depuis quelques jours. Salut Fabrice. Bonjour Patrick. Fabrice, tu es en Ukraine depuis dimanche. Tu t'as fait beaucoup de routes là, depuis ton arrivée. Là, tu te diriges vers où ce matin? On se dirige vers l'extrême sud-est de l'Ukraine, vers le front ouest, à l'endroit où le front finalement fait un angle à 90 degrés entre sa partie est et sa partie sud. C'est une zone où il y a beaucoup de tensions depuis quelques semaines. Le président Zelensky lui-même ce week-end a dit que la situation était il l'a qualifiée de très difficile sur ce front-là, je dirais sur environ 300 km depuis plusieurs semaines, et ça s'est intensifié ces derniers jours. Les Russes sont à l'attaque. C'est du grignotage, je dirais, c'est pas vraiment des grosses portions de territoire qu'ils récupèrent, mais c'est assez pour faire en sorte que les Ukrainiens, pour l'instant, se retrouvent en position défensive, n'ont pas gagné de terrain, eux, depuis plusieurs semaines. Mais les Russes, donc, avancent vers plus loin que la fameuse ville de Bakhmut qu'ils ont pris au printemps dernier. Et ils avancent notamment vers une ville où on est en direction de cette ville-là, vers Povros, une ville industrielle d'environ 50-60 000 habitants, et qui est aussi un nœud stratégique important parce que c'est un carrefour entre des routes qui permettent aux Ukrainiens de rejoindre le front, d'amener de la logistique, de ramener des soldats. C'est aussi un nœud ferroviaire. Donc, ils mettent beaucoup d'énergie pour essayer de capturer cette ville-là. On s'en parlera dans les prochains jours. Qui est quasiment vidée de ses habitants. Le gouvernement a fait un ordre d'évacuation obligatoire, surtout des familles avec enfants. Donc, on en est là. Pour l'instant, on est passé finalement il y a eu beaucoup d'enlisement au cours des derniers mois. Et là, c'est comme si les Russes voulaient mettre un nouveau coup avant l'hiver. Et puis, en même temps, c'est que les Ukrainiens, en revanche, ont toujours la main mise sur environ 1300 km² en territoire russe à Koursk, au nord du pays. OK, parlons un peu de l'intérêt stratégique de cette petite ville, Pokrovsk, qui est revendiquée, là, qui est sur le point de tomber probablement aux mains des Russes. Fabrice, il y a la ville, mais il y a aussi une mine qui renferme des minerais, semble-t-il, là, absolument essentiels pour les Ukrainiens. Oui, c'est la seule ville encore sous contrôle ukrainien qui produit un charbon qui est utilisé pour la fabrication de l'acier. L'acier dont on a besoin, évidemment, y compris dans l'industrie de l'armement. Donc, si cette ville-là tombait, au-delà du fait que ça ouvrirait la voie quasiment directe vers Dnipro, qui est une grande ville aussi industrielle, parce qu'à partir de cette ville-là, c'est très plat, contrairement à avant Povros et Bakhmut, c'est très montagneux. Donc, ça serait un grand boulevard peut-être ouvert pour les Russes pour capturer encore plus de territoire dans cette section-là. Mais ça poserait des difficultés économiques à l'Ukraine parce qu'ils seraient obligés de s'approvisionner sur le marché mondial à un coût beaucoup plus élevé. Donc, mais ça risque pas de se faire dans les prochains jours. Ça risque d'être un long siège comme Bakhmut qui a duré plusieurs mois
avec au final des villes complètement rasées. C'est le cas d'ailleurs tout au long de la ligne de front. C'est qu'une fois que les troupes russes avancent ou les troupes ukrainiennes reprennent du territoire, ce sont des territoires fantomatiques. Moi, c'est mon 6e voyage en Ukraine. C'est au moins la 5e fois que je viens dans le Donbass. Et c'est vraiment un paysage de désolation. Ce qu'on voit à Gaza, c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine depuis bientôt 1000 jours. Ça va faire 1000 jours que cette guerre a commencé, cette nouvelle guerre. Et bientôt 3 ans aussi, quoi. Fabrice, avant de te laisser partir, parle-nous de ces alertes que tu reçois là, depuis que tu es arrivé sur ton cellulaire, des alertes pour prévenir d'attaques de missiles russes. C'est une réalité avec laquelle composent les Ukrainiens là, depuis un bon moment. Oui, c'est-à-dire que quand on arrive, c'est la première chose qu'on fait. Il y a 2 applications qui retransmettent en direct les alertes, parce que parfois, de l'endroit où on est, où on couche, on n'entend pas les sonneries, ces fameuses sonneries lugubres à l'extérieur. Donc, on télécharge une application, on choisit la ville ou la région où on est, et dès qu'il y a une alerte, ça sonne vraiment très fort. Là, les gens qui, des fois, sont traumatisés par une alerte Amber, je leur souhaite pas d'entendre ce genre d'alerte-là, parce que cette nuit, par exemple, on était à Dnipro. Depuis hier soir jusqu'à ce matin, il y en a une demi-douzaine. Donc, ça sonne quand une alerte est là. Des fois, l'alerte dure quelques minutes, des fois, elle dure quelques heures. Puis, ici, les gens, évidemment, ils ne vont pas dans les abris à chaque fois, sinon on n'en finirait plus, parce que proche du front, là, les alertes se succèdent quasiment à chaque heure. Donc, on ne vivrait plus, hein, on serait tout le temps enfermé dans une cave. Donc, les gens choisissent, regardent, on est aussi capable de savoir quel type de menace c'est. Si c'est des drones iraniens, suicides, shahid, qui sont faciles à abattre, les gens, s'en formalisent pas trop. Si c'est des missiles balistiques ou hypersoniques, à ce moment-là, il y a conseil d'aller à l'abri le plus proche, quoi, parce que ce sont plus difficiles à neutralisé par les défenses antiaériennes. On devine que c'est pas mal anxiogène, en effet. Fabrice, merci. On va se reparler très bientôt. Fais attention à toi là-bas sur le terrain en Ukraine. Merci, Patrick. On le sait, c'est un phénomène là, qui a beaucoup été couvert ces derniers temps. Il y a des caïds, des chefs de gangs de rue, de crimes désorganisés, comme on l'appelle dorénavant, là, qui sont en prison. Ils sont en prison, devraient être hors d'état de nuire, sauf qu'ils ont accès à des téléphones cellulaires, et ils s'en servent de ces moyens de communication pour passer des commandes, pour continuer à gérer leurs affaires de l'intérieur des murs. Donc, même emprisonnés, ils ont un impact sur ce qui se passe dans les rues. On va parler de tout ça avec Mathieu Lavoie, qui est président national du syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. Monsieur Lavoie, bonjour. Bonjour, M. Lacassie. Donc, écoutez, M. Bonnardel, le ministre de la Sécurité publique, la semaine passée, là, a dit vouloir s'attaquer aux livraisons d'objets interdits dans les prisons du Québec. De quoi il parle concrètement? Ben, écoutez, c'est des drones, entre autres. Là. Le gros fléau actuellement, c'est la livraison par drone en établissement de détention qui permet de plus en plus de grosses quantités, des cellulaires, des chargeurs, des stupéfiants, des armes, des outils. Donc, c'est vraiment là assez hétéroclite ce qui est livré en établissement actuellement et de façon quotidienne. Expliquez aux auditeurs comment, parce que ça frappe l'imaginaire, là. Une prison, c'est un lieu fermé, on ne devrait pas avoir accès à toutes sortes d'éléments de contrebande comme des cellulaires. Expliquez aux auditeurs comment ça se passe. Où est-ce qu'on dépose ça? Comment ça se rend jusque dans les mains de certains caïds en prison? Ce qu'on voit là depuis un bon bout de temps actuellement, c'est que les personnes incarcérées réussissent à briser leur fenêtre ou encore à retirer tout bonnement la fenêtre au complet pour aller chercher le paquet ou se le faire livrer directement à la fenêtre de cellule. Donc, clairement, on a un problème d'infrastructure là, dans nos établissements quand c'est rendu qu'ils réussissent à retirer une fenêtre. OK. Avant même l'arrivée des drones, là, il y a toujours eu dans les prisons du monde, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, des tentatives de faire entrer de la contrebande. C'est vieux comme les prisons, je dirais. Est-ce que, même si on avait les meilleures infrastructures du monde, est-ce qu'on arriverait à empêcher ces cellulaires, entre autres, de rentrer dans nos prisons? Est-ce qu'on réussirait à contrer entièrement? Je dirais que le risque zéro n'existe pas. Par contre, on doit quand même là donner un certain challenge aux personnes incarcérées. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est vraiment ce côté-là où aujourd'hui, c'est rendu, comme je disais, quotidien. Là. Si on regarde juste à Montréal, à l'établissement de Bordeaux, entre le 1er avril et le 30 juin dernier, on parle de 172 drones observés. Là. C'est à peu près 2 par jour en moyenne, là, sur un espace de 3 mois. Et ça, c'est ce qu'on a observé. Donc, c'est la pointe de l'iceberg. Mais il me semble qu'en fouillant un peu les cellules, on trouverait assez rapidement les cellulaires, non?
Bien, il est clair, puis on en trouve. Là. L'an dernier, on en a saisi plus de 1500 au Québec. Donc oui, il y a des opérations de fouille. Est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'on a suffisamment d'effectifs pour le réaliser? Je voudrais qu'actuellement, on parle de 20 de postes vacants ou absents là, au réseau correctionnel. Donc, c'est sûr, ça devient une charge additionnelle qui est intense pour les agents. Parallèlement, problématique d'intimidation, gangs de rue. Vous savez, les gangs de rue qu'on arrête puis qu'on voit avec les opérations policières, ben ils finissent entre nos murs. Là. On a souvent tendance à l'oublier, mais ils finissent en détention. Et ce qu'on voit depuis plus d'un an, c'est qu'il y en a de nombreuses gangs de rue à l'intérieur des murs. On a des secteurs entiers de gangs de rue dans certains établissements et ça crée une problématique sur la gestion, justement, soit des fouilles ou parallèlement des substances illicites. Quand vous dites de l'intimidation, est-ce que ça veut dire que les gardiens de prison ont des craintes à l'idée d'aller fouiller dans les cellules de ces membres de gangs de rue? Bien, je vous dirais des craintes, pas nécessairement. C'est vraiment la notion où on se fait menacer, intimider, où on dit on a du monde dehors, on va te retrouver. C'est ce qu'on entend actuellement de nos gens. On voit également certains gangs de rue hyper violents. Je vous dirais, pas plus tard qu'il y a quelques mois, à l'établissement de détention de Québec, on a un BFM, là, un Blood Family Mafia, qui s'est fait torturer par ses pairs, par son propre gang, parce qu'il avait plaidé coupable. On le voit à Montréal, les altercations au couteau dans les mêmes gangs, dans les mêmes secteurs, où il y a des altercations au couteau chaque semaine entre les personnes incarcérées. Donc, clairement, là, on a un niveau de violence qui a augmenté considérablement dans les derniers mois dans nos établissements. Est-ce que j'ai compris, M. Lavoie, aussi, qu'en prison, des membres de gangs de rue qui ont accès à des téléphones se filment sans trop de gêne pour diffuser ça sur les réseaux sociaux? On a vu fréquemment là, dans les derniers mois, oui, des altercations où les personnes incarcérées sur les réseaux sociaux vont filmer une agression, vont filmer avoir passé un gars là, ou avoir fait une initiation, vont mettre ça sur les réseaux sociaux, filmer agresser à plusieurs avec des armes, avec des couteaux, lacérer la personne et après ça mettre ça sur les différents médias sociaux pour soit par fierté, soit pour prouver leur action. OK, inquiétant tout ça. Merci d'avoir été avec nous, M. Lavoie. Bonne journée. Merci, au revoir. Voici Patrick Lagacé. On va revenir sur l'histoire de cette école de Montréal, l'école Bedford. Je rappelle que 11 enseignants ont fait la pluie et le beau temps dans une école de Montréal pendant au moins 7 ans. C'est une école primaire. On parle d'enseignants qui ont instauré un climat toxique, qui criait sur les enfants, qui enseignaient avec des méthodes périmées, d'un autre temps, brutales. Et quand des enseignants osaient les questionner, les défier sur leur attitude, sur leur méthode, ben, eux-mêmes étaient ostracisés. Ceux qu'on appelle du clan dominant dans cette école, l'école Bedford, ben, ils ont brûlé plusieurs directrices et directeurs adjoints au fil des années. Leur comportement, ben, ça a mené aussi à la désertion d'un nombre important de leurs collègues qui demandaient à être réaffectés dans d'autres écoles. C'est notre collègue journaliste ici au 98.5, Valérie Leboeuf, qui a exposé ces absurdités-là lors de reportages au printemps 2023. Et ces révélations-là du 98.5 FM ont mené à une enquête ordonnée par le ministre Bernard Drainville. Le rapport d'enquête a été publié vendredi dernier. Ça a eu l'effet d'une bombe dans le monde de l'éducation. 70 personnes ont été interrogées pour ce rapport, ce qui confirme pour l'essentiel là, ce que notre journaliste Valérie Leboeuf avait révélé il y a 1 an et quelques mois. Isabelle Gélina est la directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal. Elle est avec nous. Madame Gélina, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Madame Gélina, vous et moi, on s'est parlé le 14 juin 2023. C'était un peu après les reportages de Valérie Leboeuf. Je le souligne parce que la date est importante. C'était 3 semaines après les révélations originelles là, sur nos ondes. On va écouter un montage de ce que vous m'aviez dit le 14 juin 2023. La réalité semble bien différente de ce que vous pouvez dépeindre là, actuellement. Je doute pas des interventions des gens puis de la perception qu'ils peuvent avoir du milieu. Sauf que nous, ce qu'on voit dans l'école actuellement, ce n'est pas du tout ça. C'est une école où j'en conviens, il y a eu effectivement une problématique de climat sur laquelle on a agi. Le noyau dur de profs qui cause problème, est-ce que c'est vrai que ce sont des Arabes?
Je pense pas que c'est que ça le problème. Est-ce qu'il y a une grande majorité de Maghrébins dans l'école? Est-ce qu'il y a un noyau dur d'hommes qui refusent, qui ont des problèmes avec les femmes dans cette école-là? Mais peut-être que ça l'a déjà été, mais ça a été adressé. Et la réalité, actuellement, elle n'est pas celle-là. D'ailleurs, ça a tout changé. Ça a tout changé depuis 2 ans. Ça s'est beaucoup amélioré, effectivement. Les 15 personnes qui ont parlé à Valérie Leboeuf, c'est des menteurs. Non, c'est pas des menteurs du tout, mais on est dans l'ordre de la perception. Non, ils ne sont pas dans le champ. Madame Gélina, en juin 2023, dans cette entrevue-là, vous m'avez dit n'importe quoi. Non, c'est faux. Je vous dirais probablement la même chose si j'avais les mêmes faits entre les mains. Ce qui arrive, c'est que quand on a fait l'entrevue, les informations que détenait Mme Leboeuf, effectivement, il était bonne. Mais nous, sur le terrain, ce n'est pas ce qu'on voyait. Puis je rappelle l'importance, puis ça, on en avait déjà parlé, l'importance de dénoncer à la bonne place. Vous l'avez dit vous-même à plusieurs reprises, ça a été fait sous le sceau de l'anonymat et ainsi de suite, ce qui fait que c'est des informations qu'on n'avait pas. Moi, à la limite, là, l'important, c'est que le rapport, justement, qu'on a travaillé avec le ministère, parce que, oui, le ministère a demandé un rapport d'enquête, mais nous, on l'a demandé avec eux aussi. On voulait aller faire la lumière, parce que suite aux interventions qu'on avait eues ensemble, on a, dans les semaines qui suivaient, on a eu d'autres informations, puis on s'est dit, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce que les informations qu'on a, celles qu'on valide, celles qu'on a sur le terrain, ne sont pas les mêmes. Et nous, on le salue, le rapport. On est très contents de ça parce que ça va nous permettre, pour une fois pour toutes, d'aller au bout de l'histoire de Bedford. Madame Gélina, je reviens à la date. Vous et moi, on se parle le 14 juin 2023. Oui. Et là, la chronologie est importante. Parce que vous me dites, à ce moment-là, quand je fais l'entrevue, ces informations que j'avais. Valérie Leboeuf a fait son reportage le 23 mai. Le 25 mai, quand je lis le rapport qui a été publié par Bernard Drainville, la question des reportages radiophoniques est abordée en rencontre du personnel. Des menaces sont lancées à l'encontre des dénonciateurs par certains enseignants. Le ton est tendu et les scissions entre les enseignants sont claires. 26 mai, le lendemain, la direction convoque une rencontre du personnel. La directrice quitte la rencontre. Plusieurs employés manifestent des craintes d'être physiquement attaqués tout au long de la journée et dans les semaines suivantes. 29 mai. Le directeur d'unité par intérim a passé quelques jours à l'école Bedford afin d'en prendre le pouls. Il aurait rencontré les enseignants du clan minoritaire. Est-ce que vous saviez ça quand vous avez témoigné publiquement à notre antenne? Non, c'était pas connu. OK, mais je vous arrête une seconde. Comment ça se fait que vous ne le saviez pas? Bien, c'est une excellente question, M. Lagacé. C'est vous qui avez la réponse. C'est vraiment une excellente question. En fait, ce qu'on comprend, là, si vous regardez dans le rapport que vous avez lu, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas remontées jusqu'au CSSDN. Il y a beaucoup de choses qui se passaient dans cette école-là puis qui demeuraient à l'école. Fait que quand on pose des questions, puis clairement, sous le sceau de... Là où je vous rejoins, là, c'est qu'il y a un climat toxique dans cette école-là qui n'était peut-être pas perçu à certaine hauteur et les gens étaient craintifs de témoigner. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qu'on n'a pas eues. Mais là, Madame Gélina, je vous arrête là parce que je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous êtes la grande patronne du Centre de services scolaires de Montréal. Et là, au mois de mai, le 23 mai, il y a cette bombe qui est lancée sur nos ondes. Vous, là, ce que vous me dites, c'est que ça ne devient pas important sur votre radar au point où l'information selon laquelle des menaces sont lancées à l'encontre des dénonciateurs par certains enseignants. Il y a une direction, il y a une réunion et la directrice de l'école Bedford quitte la réunion. Vous venez à mon micro, vous faites des commentaires publics sur une situation, puis vous n'avez même pas vérifié ce qui s'était passé dans l'école après la diffusion des reportages? C'est exactement ce qu'on a fait, M. Lagacé. Bien, si vous l'avez fait, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a une réunion où il y a des profs qui ont peur pour leur sécurité physique et vous venez me dire 2 semaines après, et des poussières, ben non, tout va bien dans cette école-là. Comment ça se fait que vous ne saviez pas ça? Bien, je ne savais pas ce que vous voulez que je vous dise. Fait qu'à partir du moment où je vous dis, on ne l'a pas, cette info-là, c'est ça qu'il faut qu'on améliore. Juste une seconde. C'est qui ça, on? Quand vous dites, on ne l'a pas, cette info-là, de qui vous parlez? C'est qui, on? Ben, c'est moi. Vous me parlez, vous me dites comment ça se fait que vous ne savez pas ça. Fait que quand on analyse ce qui se passe dans une école, on pose la question aux intervenants qui, évidemment, sont dans l'école. Vous comprenez que moi, je passe là. Fait qu'on comprend que la directrice me dit, depuis quelque temps, ça va mieux, le climat s'améliore et ainsi de suite.
Puis cette rencontre-là, clairement, bon, je pense que dans le rapport, c'est dépeint peut-être d'une façon X. La directrice n'avait pas, à ce moment-là, avait cru bon nous dire j'ai peur, je ne sais pas trop quoi. Bon, on travaille avec les événements puis les éléments qu'on a, M. Lagacé. OK, mais on va décortiquer. Non, mais quand vous dites on travaille avec les éléments qu'on a, est-ce que vous avez pris le téléphone pour appeler la directrice de l'école après la diffusion des reportages de Mme Leboeuf? Ben oui, seulement. En plus de ça, M. Lagacé, rappelez-vous, je l'avais amenée avec moi pour qu'elle vienne à l'entrevue. Vous n'avez pas voulu la rencontrer. Fait que oui, on y a parlé régulièrement à la directrice. Et on a travaillé avec elle pour que les choses se passent. Et c'est pour ça que... OK, mais elle vous a jamais dit, j'ai quitté une rencontre parce que ça brassait trop. Elle vous a jamais dit, j'ai des profs depuis le reportage qui ont peur de manger une volée aux mains du noyau dur. Elle vous a jamais dit ça? Ben, pas dans ces mots-là, en tout cas, non. Ça n'a pas été, je vous dirais... Ben, sais-tu que l'information ne remonte pas ou vous n'êtes pas curieuse? Oh, Seigneur, si vous saviez, je suis particulièrement curieuse. Ben, quelqu'un de curieux aurait posé des meilleures questions, je pense. Non, quelqu'un de curieux a fait exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on s'est assis avec le ministre, on a demandé d'un commun accord à faire une enquête, puis raison de plus, M. Lagacé, là, si je m'en préoccupais pas, puis si l'organisation s'en préoccupait pas, on ne demanderait pas trois autres mandats de vérification. Juste une seconde. À mon micro, vous me dites que c'est pas grave, puis là, vous me dites aujourd'hui que vous avez demandé au ministre l'enquête. Êtes-vous bien sûr de ça? On a fait ça d'un commun accord. Quand on s'est assis avec le ministère, on voyait qu'il y avait des problématiques, effectivement. Puis on a aussi allumé le ministère sur d'autres éléments qui nous préoccupaient dans trois autres écoles. OK. Pas les informations que j'ai, mais je vous prends au mot. Page 67 du rapport commandé par le ministère de l'Éducation qui a été publié vendredi, Mme Gélina, là. Quand les directions d'école à Bedford souhaitaient intervenir, on leur conseillait plutôt de faire attention et de ne pas être coercitif afin de ménager le climat. Ça a parfois eu pour effet de laisser passer certains comportements qui auraient dû faire l'objet d'un redressement. Pourquoi on a donné l'ordre aux directions d'école de ne pas être aussi coercitif que la situation le réclamait? Bien, là, je peux pas vous répondre pour les années où j'étais pas là, parce que c'est pas une façon qu'on veut mettre en place actuellement, parce que suite au rapport, il y a des recommandations dans le fond, on est tous en train de les valider puis de les mettre en action. Fait que je peux pas vous dire pourquoi à ce moment-là, ils ont pris cette décision-là. Là. J'imagine qu'ils se sont assis et ont regardé comment faire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, on est à changer nos processus et c'est pas ce qui va arriver. On veut vraiment agir à chaque fois qu'on a justement, là c'est le cas de Bedford, mais s'il y a des écoles où effectivement on a des groupuscules de gens qui veulent prendre le contrôle de ce qui se passe dans l'école, on ne veut plus que ça arrive. Et c'est pas un mode de gestion qu'on veut maintenir, fait qu'on va le modifier pour faire en sorte qu'effectivement tous les leviers possibles soient utilisés par l'administration pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Il y a 11 enseignants qui sont dans le noyau dur. Et dans le rapport, on dit qu'11 enseignants ont encerclé un directeur de l'école Bedford pour lui demander de retirer un avis disciplinaire donné à l'un d'eux. Oui. Est-ce que ces 11 enseignants ont été sanctionnés à l'époque? Je ne pense pas. Je vais être bien honnête avec vous. C'est des événements qui ont été relatés, puis comme je vous dis, là, ça remonte à il y a 6-7 ans. Je pense pas que... Écoutez, ça commence il y a 6-7 ans, mais ça, on ne dit pas dans le rapport à quel moment c'est arrivé. Fait que j'ai pas de moyen de savoir si c'était quand vous étiez là. C'est important. L'important, c'est de savoir est-ce qu'on en fait quelque chose maintenant. Mais comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça que à la CSSDM, au CSSDM, 11 enseignants, comme des bandits, encerclent un directeur, l'intimident, lui ordonnent de retirer un avis disciplinaire et qui ne sont pas eux-mêmes disciplinés ou sacrés dehors? Bien, je vais vous rejoindre là-dessus, vous avez raison. C'est inacceptable, puis je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Fait que je ne peux pas vous répondre. Je n'étais pas là, je ne sais pas. Mais ce que je peux vous n'avez pas posé la question? C'est le comportement. C'est parce qu'on ne le savait pas. Quand je vous ai rencontré, je n'avais pas ces éléments-là. Non, mais... Là, je les ai, puis fiez-vous sur moi que tout ce qui est écrit dans le rapport, on va s'assurer que ça ne se produit plus, qu'on va agir sur les enseignants qui sont là. D'ailleurs, les 2 accompagnateurs, le rapport est sorti vendredi, puis les 2 accompagnateurs sont déjà ici
On les rencontre ce matin, puis on s'en va à Bedford cet après-midi. Ces comportements-là vont cesser en date d'aujourd'hui. Puis je suis convaincue que déjà depuis quelque temps, le directeur qui est là, évidemment, est au fait de la situation. Il agit en conséquence. Moi, je veux juste rassurer les gens que tous les moyens qui vont être mis à notre disposition, entre autres l'enquête que le ministère a commandée sur ces autres enseignants-là, va nous aider à faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Puis ça va probablement envoyer un message fort aussi dans mes autres écoles. Quand un élève a perdu connaissance dans une classe, l'enseignante s'est mise à prier au lieu d'appeler les secours. Est-ce qu'elle a été disciplinée? Ça non plus, c'est pas écrit dans le rapport. Je n'ai pas moyen de le vérifier non plus. C'est ça que je vous dis, M. Lagacé, depuis le début. Ce que je ne sais pas, je ne peux pas agir dessus. Okay. Et je veux que les gens continuent à dénoncer. Parce que si ça se trouve, vous allez m'appeler dans 3 semaines, me dire dans telle école, il y a telle chose aussi. Bien, tant mieux. On va aller agir. C'est ça qu'on veut. On ne veut plus d'action de cette nature-là. Et on ne veut pas que les gens prennent en otage des élèves et des écoles. Est-ce que vous enverriez vos enfants à l'école Bedford? Aujourd'hui, oui. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir plusieurs intervenants qui sont là. On va s'assurer que la qualité de l'enseignement est au rendez-vous. Puis on va s'assurer que l'équipe en place, le directeur qui est en place, avec les accompagnateurs, on va mettre tout ce qu'il faut autour de cette école-là pour que ça cesse. Et on va faire la même chose dans les 3 autres écoles où on a envoyé un mandat de vérification, là, puis on va s'assurer que ça se passe bien dans ces écoles-là. Puis je vous le répète, M. Lagacé, s'il y a d'autres événements, d'autres choses qu'on devrait savoir, ne présumez jamais qu'on le sait. C'est ça l'histoire, finalement. Ne présumez pas qu'on le sait. Madame Gélina, vous êtes la grande patronne du Centre de services scolaires de Montréal. Puis là, vous me dites, présumez pas qu'on le sait. Quand Valérie Leboeuf a diffusé ses reportages, vous avez banalisé ce qui a été exprimé. Votre service des communications a banalisé ce qui a été exprimé. C'est dur de vous prendre au sérieux aujourd'hui. Bien, ça vous appartient, M. Lagacé, là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on ne l'a pas banalisé. C'est qu'on travaillait avec les faits qu'on avait sur le moment. Et on a pris soin d'aller les valider avec une enquête formelle. Et là, j'ai les bons leviers pour agir. Et là, j'ai des données qui sont validées et qui sont vérifiées. On se réfère au rapport, on part avec ça, et ça va cesser tout de suite. C'est ça que les gens faut qu'ils retiennent. Si les profs ne s'entêtent pas et continuent pas à faire à leur tête. Bien là, le rapport, en fait, les enquêtes pour ces 11 enseignants-là, on espère que ça va donner lieu à justement une sanction qui est, je vous dirais, associée aux gestes qu'ils auront posés. Alors ça, on se fie beaucoup sur les rapports d'enquête là, qui vont sortir bientôt. Madame Gélina, on aura l'occasion de s'en reparler. Je pense que c'est une histoire qui est vraiment pas finie. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Isabelle Gélina est directrice générale du Centre de services scolaires de Montréal.